Bonjour à toutes et merci de nous être fidèles pour suivre les commentaires de l'actualité avec nos confrères Olivier Castel de RCFM, bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Paul des Paroles de Corse, bonsoir à vous. Et notre invité, Jean-François Paoli, vice-président du Parti Radical, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre présence parmi nous. Alors on débute toujours par l'actualité de la semaine qui est importante, cette fois-ci un événement qui se passe loin de l'île mais dont les conséquences nous toucheront au moins au plan économique à un moment donné. C'est cette guerre déclenchée en Ukraine par Vladimir Poutine. Alors pour en rester sur le plan essentiellement politique, quelles conséquences ça peut avoir sur la présidentielle en France, Jérôme ? Au niveau d'Emmanuel Macron, je pense que ça va le positionner comme un homme d'État et que les autres candidats vont avoir du mal à s'équilibrer par rapport aux prises de parole du président de la République, qui représente aussi l'Europe. Donc c'est un effet de levier qui va être très positif pour Emmanuel Macron, ça paraît assez évident, quoi. Vous pensez la même chose? Je pensais que les autres candidats, en particulier Zemmour, Le Pen et d'une certaine mesure Mélenchon, qui étaient plutôt favorables à une discussion plus avancée encore avec Poutine, voire favorables clairement à Poutine, ça va leur porter préjudice? Je pense qu'effectivement, c'est le vrai risque pour ces candidats-là. Le président de la République a essayé d'avoir une position, je dirais, assez à la fois ferme et ouverte, qu'on peut apprécier de différentes façons, mais je pense qu'il a essayé de se comporter en homme d'État, d'être un peu un capitaine, encore une fois, dans la tempête qu'on sentait arriver, où on a tous voulu croire, encore une fois, que la guerre allait être évitée. Et malheureusement, on ne peut que le regretter, la guerre est aux portes de l'Europe et ça va effectivement compliquer même notre sortie de Covid, qu'on voyait, qu'on espérait, qu'on souhaitait. Je pense que... Voilà. Mais là encore, vous savez, les élections sont souvent les gens très versatiles, mais je ne pense pas que ça puisse, en tout cas, le desservir, personnellement. Et je partage, je dirais, cet avis-là. Et puis en cas de crise, on se regroupe toujours derrière le chef de l'État, une sorte d'unité nationale qui... Je dirais qu'en cas de crise et une guerre, c'est quand même une crise particulièrement, je dirais, grave et inquiétante. Effectivement, il vaut mieux essayer de se regrouper, essayer de faire bloc, faire pack, si on pouvait prendre une expression sportive. Et effectivement, dans ce moment-là, il faut bien un leader. Aujourd'hui, le leader naturel d'une démocratie république, c'est le président en exercice. Et puis, si vous voulez, la crise, cette guerre va prendre le dessus aussi sur le débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde on va parler essentiellement de ça, parce qu'il va y avoir des retombées économiques qui vont être majeures. Et donc sociales. Et donc sociales, et des inquiétudes qui vont arriver. Donc, si vous voulez, le débat classique de la présidentielle, il va être atténué mécaniquement. Je crois que malheureusement, ça c'est peut-être un regret moins important par rapport au drame humain que déclenche une guerre, c'est qu'effectivement, encore une fois, je crois que la population, les citoyens, vont être un peu privés du débat, on va dire franco-français, mais qui a son importance, je dirais, dans la construction de ce pays au sens large, et y compris donc des régions, de toutes les régions, et la nôtre, et de l'Europe. Donc effectivement, on peut craindre et le déplorer. Là encore, je dirais, ces grands moments de démocratie et de débat qu'il doit avoir, où les partis doivent jouer tout leur rôle pour justement essayer d'éclairer, trouver un sens, une direction, va être un petit peu occulté par ce point de crispation. François Paoli, est-ce que vous diriez, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs le disait ce vendredi dans certaines radios, que l'exécutif au niveau national et au-delà la diplomatie française n'a pas suffisamment anticipé non seulement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais toutes les conséquences qui vont en découler à l'ouest de l'Europe et donc en France? Écoutez, je me garderai bien d'avoir un avis aussi tranché parce que je vais humblement dire que mes capacités, mes connaissances en géopolitique et en diplomatie internationale ne sont peut-être pas, je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire. Je pense que comme d'habitude, on peut toujours penser qu'on n'en fait jamais assez, qu'il faut effectivement être un peu dans l'insatisfaction, ne serait-ce que pour que les choses aillent toujours un peu plus loin. Maintenant, je ne crois pas que Mélenchon soit le mieux placé pour donner des leçons sur ce sujet-là. Voilà, moi je regrette que le débat puisse être occulté et qu'il puisse y avoir une guerre parce que on ne peut pas aimer, je veux dire, ce genre de situation quand on est un humain qui vit sur cette planète et dans cette Europe. Voilà, après, est-ce qu'on en a fait assez? On n'en fait jamais assez. Pour autant, est-ce qu'on a déjà fait pas mal? Et je ne pense pas que ce soit la faute de la diplomatie française. Est-ce que vous craindriez... Pardon, excusez-moi. Très vite. Une deuxième question. Est-ce que vous craindriez un report des élections suivant le déroulement du conflit?
Alors écoutez, je vais vous dire que je ne le souhaite pas et j'espère pas, parce que ça voudrait dire que le conflit devient très très grave sans venir et se rapproche énormément de nous. Donc on va essayer de garder, je dirais, raison et d'être positif et de ne pas espérer qu'on en soit à cette extrémité-là. Ça serait vraiment très très grave, même pour tout le monde. Alors on revient à notre turpitude locale qui sont sans commune mesure avec ce dont on vient de parler. Alors il y a cette multiplication d'événements qui, en s'agrégeant, commence quand même à créer un climat incertain. Alors il y a eu l'affaire d'Arit qui, le préfet de Large, retire les annonces légales, contrairement à son collègue de Haute-Corse qui, lui, les avait renouvelées. Il y a ensuite cette décision très étrange de la commission DPS qui a refusé de lever le statut pour Ferrand et Alessandre alors que la même commission l'avait levé précédemment, ce qui a suscité cette réaction du député Colomban. On l'écoute. Aujourd'hui, on a resserré d'un cran et on ôte beaucoup d'espoir à des gens à qui on doit appliquer un état de droit et aujourd'hui qu'on est obligé de considérer comme des prisonniers politiques parce que c'est une décision qui est uniquement politique et il n'y a plus rien qui se raccroche au droit dans cette décision. Alors puis, surprise, le tribunal d'application des peines antiterroristes de Paris a accordé l'aménagement de peine pour Alain Ferrand, ce qui signifie qu'il est conditionnable, mais le parquet, bien sûr, pourrait faire appel, il a 48 heures pour le faire. Alors, un commentaire sur tous ces événements, Jérôme, y compris hier avec cette fausse occupation très symbolique de la préfecture d'Ajaccio par l'ensemble des groupes nationalistes de l'Assemblée. Je crois que le préfet Le Large, il a été jusqu'au boutiste dans sa démarche. C'est-à-dire que lui, on a eu un préfet qui s'est clairement positionné contre les nationalistes et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre des bâtons dans les roues. Et jusqu'à son départ, il est allé au bout. Il n'est pas encore parti, il part dans une jours. Il va partir dans quelques jours. Mais bon, c'est sa logique. Moi, j'ai l'impression comme ça, même si un préfet dépend toujours... Il ne travaille pas par hasard, un préfet. C'est qu'il dépend d'un gouvernement et qu'il est le relais de ce gouvernement sur le territoire. Mais je pense que c'est une personnalité qui était vraiment opposée. Et personnellement aussi. C'est un peu le regard que j'ai. Et effectivement, dès qu'il y a une faille, il y est allé. Le nouveau qui va arriver, on ne sait pas. Parce qu'il va dépendre aussi... Enfin, le préfet Le Large, on l'a aussi laissé faire. S'il a fait tout ça, c'est qu'il avait l'assentiment du gouvernement. Sinon, il ne serait pas resté. On lui aurait dit fais une ouverture, fais quelque chose. Donc c'est ça la difficulté de l'analyse. Comment vous analysez, vous, cette situation? Alors un préfet qui agit pas de façon autonome, derrière, il en réfère à l'État. Alors peut-être pas sur les annonces légales d'Arit, mais sur le fait d'avoir pris l'argent de la continuité territoriale dans les caisses de la collectivité, peut-être que... C'est effectivement un sujet qui interroge, incontestablement, mais je pense qu'il faut arriver à essayer de garder raison et encore une fois d'essayer d'être très pragmatique sur ces sujets-là. Il y a effectivement l'homme, le personnage, sa personnalité, sa façon de s'exprimer, de mener les affaires. On a tous des personnalités plus ou moins, je dirais, qui peuvent s'opposer. C'est très regrettable que justement ce climat entre le président de l'exécutif et ce préfet était plutôt sur un affrontement, je dirais, même verbal, même si le respect des personnes... j'en conviens, était là. Ça nous a fait perdre, je crois, beaucoup de temps et d'efficacité. Après, effectivement, un préfet ne fait pas les choses par hasard, c'est pas un électron libre, incontestablement, même si, comme tout homme, depuis dans tout système, il a aussi, je dirais, sa marge de manœuvre et son style. Donc, je pense que ça, c'est déplorable parce que, comme vous l'avez dit, on sent peut-être un retour, je dirais, une certaine forme de violence et ce serait un échec total, global, mais mortifère pour la Corse. Donc je veux dire, on ne peut pas, même ne serait-ce qu'envisager cette solution. Alors, il faut la garder à l'esprit pour être efficace, mais je veux dire, on ne peut pas... Après, toutes ces affaires, elles sont toutes, je dirais, à la fois hyper complexes, et on voit bien la difficulté de notre monde aujourd'hui, où toutes les choses sont très imbriquées, où pas tout le monde n'a autant d'autonomie qu'on ne le suppose, que ce soit la justice, la pénitentiaire, l'État, en termes de politique. L'État n'est plus un bloc, en quelque sorte. Je pense que l'État est un bloc, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où tout le monde un peu se surprend, et tout le monde a un peu peur qu'on lui dise qu'il l'a fait, qu'il l'a pas fait, qu'il l'a pas respecté, on sent je pense que l'État, lui aussi, et on le voit bien sur certaines affaires qui peuvent sortir, que l'État n'est pas si puissant que ça dans le maniement de la justice, et c'est le même principe de la démocratie, séparation des pouvoirs, ils doivent avoir leur autonomie. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on essaie de prendre ça avec beaucoup de réflexion. C'est vrai que c'est des sujets très importants,
parce que c'est des sujets qui touchent l'humanité. Bon, les prisonniers, bon là... Justement, votre position par rapport à cette affaire des prisonniers, vous êtes pour le rapprochement des prisonniers? Alors écoutez, moi je pense que sans oublier, je dirais, la gravité de l'acte qui a été commis à l'époque, je veux dire, bon, on voit bien qu'un homme a été condamné à mort alors que la France avait aboli la peine de mort depuis quelques années, donc c'est quand même un fait très grave. Pour autant, quand on est quelqu'un attaché aux valeurs de la République, et je dirais au droit, et surtout même côté parlementaire, on ne peut pas ne pas comprendre, et je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai débat qu'on a entre nous en Corse. On en parle souvent sur les plateaux télé, on l'entend bien. Moi je trouve que c'est bien dommage que ça ne soit pas un débat qui soit presque passé aux 20h, aux 19h, parce que ça touche pour moi l'ensemble de la société française. L'application du droit, c'est la base même de la démocratie. Et quand on se dit être républicain et démocrate comme on l'est au Parti radical et très attaché, je dirais, à ça, effectivement, on doit appliquer le droit. Parce que la justice dans un pays comme le nôtre, c'est l'application du droit. Le Parlement fait les lois, fait le droit, la justice l'applique. Donc à partir de là, on ne peut pas souffrir d'exception. Enfin, je veux dire, voilà, pour le parti rapprochement, parce que c'était le sujet. Donc effectivement, je suis favorable à ce qu'il y a. Et si le DPS posait problème, alors là on ne comprend plus rien, parce qu'on peut être DPS tout en étant bien aménageable, j'avoue que c'est assez difficile à suivre pour un profane du droit. Alors je ne comprends pas pourquoi à la limite dans chaque région de France, il n'y a pas au moins une prison en capacité d'accueillir, puisque là encore c'est la solidarité, c'est l'égalité que l'on doit avoir devant la République. Olivier ? À l'Assemblée de Corse, jeudi matin, Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente, a qualifié de manœuvre, je cite, manœuvrier, un mouvement manœuvrier de l'État. Gilles Simeoni a carrément parlé d'État profond. Est-ce que ça vous parle, vous, ces propos? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas, mais je crois que dans un confront pas si récent, Bruno Kettel avait dit qu'effectivement, on sentait des fois qu'il y avait dans l'administration, il y a aussi des rouages, il y a aussi des hommes, il y a aussi des femmes qui ont leur inertie et leurs problématiques. Je pense qu'on ne peut pas le nier, on ne peut pas les rendre plus puissants qu'ils ne sont. Je pense que le courage des politiques et leur devoir, c'est d'essayer effectivement de mettre en application. Parce que qu'est-ce que c'est être un politique? C'est avoir une vision, faire des choix et demander à des services de les appliquer, de les mettre en musique. C'est vrai à l'Assemblée de Corse, on en parlera sûrement, c'est vrai au niveau même de l'État, je dirais, général. Donc je pense que ça ne doit pas dédouaner nos politiques, mais effectivement, on sait bien que pour faire, après, on décline, je dirais, tout au long d'une chaîne d'hommes et de femmes qui ont aussi sûrement, je dirais, leurs freins, mais ce n'est pas une excuse. Mais comment on fait pour sortir de cette situation? Bon, depuis 2014, il n'y a plus de violence politique en Corse assumée, organisée. Les nationalistes sont arrivés au pouvoir et il y a toujours cette incompréhension avec l'État. Cette compréhension ou cet affrontement, c'est un affrontement d'une autre nature, mais c'est un affrontement quand même. Comment on sort d'une situation comme ça? Je pense que déjà, il faut peut-être changer de paradigme, il faut peut-être changer de vision. Je crois que moi, je ne suis pas très en accord, vous comprendrez bien. Mais qui doit changer de vision? Ceux qui sont aux affaires en Corse ou au gouvernement? Je crois que de toute façon, pour dialoguer, il faut être deux. Pour avancer, il faut être deux. Donc je pense les deux. Je pense que la méthode appliquée par les nationalistes depuis leur arrivée au pouvoir ne me semble pas la bonne. Je pense qu'ils sont arrivés avec une vision, ce qui était normal. Ils n'étaient pas aux affaires, ils n'étaient pas, je dirais, en capacité d'appliquer. Ils avaient un logiciel. Je pense qu'il y a une erreur au constat du dur, je dirais, de la réalité quotidienne de logiciels. Ils ont du mal à faire un peu leur conversion. On ne peut pas se renier. Et l'État, c'est vrai que toute histoire d'un pays est souvent avec des histoires douloureuses. On a eu quelques histoires douloureuses. On n'a pas que des histoires douloureuses, mais on a aussi des histoires douloureuses. Et effectivement, on a créé un peu un dialogue de sourds, une incompréhension. Mais est-ce que finalement, les revendications des nationalistes, l'État n'en veut tout simplement pas? Pour parler clairement, donner l'autonomie de la Corse, ils n'ont pas envie de la donner. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas ça la question de fond? Oui, mais je vous répondrai, pour ma part, moi quand j'entends le mot autonomie, j'aimerais qu'on me définisse et qu'est-ce qu'on met dans le mot autonomie. Parce que le vrai débat, il est là. L'autonomie, pourquoi? Pour aller où? Je dirais, pour parler clairement, parce que moi je m'exprime aussi au nom du parti, je dirais, radical, c'est de dire, moi je suis pour plus d'autonomie, ou une autonomie, en tout cas, qui doit continuer à évoluer, je ne suis pas pour l'indépendance. Donc tout ce qui demain est la porte d'entrée à ce sujet-là, je suis beaucoup plus prudent peut-être que certains. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de me mettre en difficulté. Et comme je ne crois pas ni à l'homme ni à la femme providentielle qui nous protégerait, quoi qu'il arrive, de ces chemins-là,
je ne suis pas favorable à l'autodétermination et à l'indépendance de la Corse. Je le dis tranquillement et clairement. Et je comprends qu'il puisse y avoir en démocratie des gens qui aient cette idée-là. Donc l'autonomie, oui. Laquelle? Pour quelle république? Pour qui? Et pour faire quoi? Et je pense qu'à aujourd'hui, on se paye souvent de mots. On dit le mot autonomie, on dit le mot indépendant, mais on n'arrive pas à vouloir mettre le mot, je dirais, peuple corse. Tout le monde sait, enfin, tout le monde qui vit en Corse, qui est né ici, sait qu'on est un peuple au sens qu'on ressent quelque chose. Est-ce que ça a une traduction dans le droit? On en est capable. Est-ce qu'on est capable de dire c'est quoi la traduction dans le droit et la loi de ce peuple? Qui on y met, qui on n'y met pas? Qui on exclut, qui on n'exclut pas? Moi, je crois qu'à aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ces débats-là, et je suis pas sûr qu'on a le temps de s'occuper de ces débats, je dirais, qui sont très juridiques, puisque c'est l'application, encore une fois, et on voit la difficulté d'appliquer le droit et la loi, par rapport à ce qui reste à faire pour que notre communauté, que nos concitoyens vivent de mieux en mieux dans cette île où on a tous envie de vivre, et de vivre en paix et en prospérité et en solidarité. Alors on avance un peu, on arrive à la deuxième partie de l'émission, on reste dans la politique pour évoquer cette fois la situation à gauche et plus particulièrement celle du Parti radical qui a dominé la vie politique locale jusqu'en 2014-2015. Aujourd'hui on voit une gauche, pas seulement dans l'île mais de partout, désemparée, 7 candidats en liste à la présidentielle, des soutiens divers et variés, des communistes qui reviennent dans l'élection avec Fabien Roussel, le Parti radical qui ne soutient pas ou qui ne soutient plus plutôt Christiane Taubira, Émile Soukaré et vous-même qui appuyez Macron. Comment est-ce que les électeurs de gauche peuvent se retrouver dans tout ça? D'abord, moi en tant que parti, je dirais qu'il y a une vision nationale, au-delà, je dirais, du local, je pense qu'on a envie de s'adresser à tous les électeurs, à tous nos concitoyens. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir se payer de mots. Être de gauche, c'est avoir, pour moi, je dirais, une certaine sensibilité, une certaine façon d'appréhender les choses et les rapports, je dirais, dans l'économie, dans la sphère économique, dans la sphère sociale. Donc la gauche et la droite, ça existe bien, toujours. La droite et la gauche, ça existe bien. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de perméabilité dans les sujets. La droite veut traiter des sujets sociaux, la gauche veut traiter des sujets économiques, et c'est normal. Donc je pense que le clivage à aujourd'hui, à l'instant où on se parle, dans un monde politique très mouvant, dans un monde qui est beau, c'est plus, je dirais, ce côté assez binaire de la droite-gauche de l'année 58 et l'arrivée de la Ve République. Je pense que c'est dans cette configuration que le Parti radical, plus le Parti radical de gauche, s'est réunifié, parce qu'on voit bien qu'on est sur des sujets où la sociodémocratie a son importance, où le social est primant, où... Moi, je dirais que les vrais sujets aujourd'hui qui m'inquiètent, c'est l'Europe, on peut revenir avec l'Ukraine, c'est effectivement les sujets écologiques. Et je ne pense pas que ce soit des sujets que l'on peut uniquement baser sur droite-gauche. Donc aujourd'hui, le Parti radical s'est réunifié avec sa partie qu'on disait elle de droite, elle de gauche, PRG. À nous de construire un projet, je dirais, qui soit très ambitieux dans la solidarité, dans la laïcité, parce que ça, c'est des vrais sujets qui nous touchent. Et effectivement, dans une économie capable d'assumer et de donner ces choses-là, l'Europe et, encore une fois, les questions, je dirais, sociétales et écologiques. On revient à la Corse, plus spécifiquement. Est-ce que vous avez analysé les raisons de cet effondrement rapide du Parti radical? Ça a commencé en 2014. En 2015, c'était fait. Moi, je pense qu'il y avait d'abord un problème, c'est que souvent la politique, et c'est un peu, je dirais, on le voit même au niveau national, des fois aussi une question d'hommes. Je dirais, on est arrivé sur des changements de génération, sur des moments où d'autres émergeaient, d'autres avaient plus de mal, je dirais, peut-être à prendre toute leur ampleur. Ça, c'est déjà une partie de l'explication. On est arrivé sur un moment où les sujets très clivants, droite-gauche, comme je vous disais juste précédemment, ont été appropriés par tout le monde. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on est nationaliste, on parle de social, on parle d'économie. Quand on est de droite, on parle d'autonomie. Quand on est de gauche, pareil. Et donc, les gens se sont un petit peu, ont eu du mal à avoir des partis, des blocs très, très fermés. Alors, on a l'impression que c'était un peu, je dirais, l'auberge espagnole. Tout le monde pouvait rentrer, on s'assied autour de la table et on était tous copains. Moi, j'ai une vision de la politique, je dirais, où on n'est pas tous copains, on doit tous se respecter. Et on peut avoir des amis dans la vie de tous les jours, mais c'est pas un club de copains, faire de la politique. Donc, on a des vrais sujets. Il faut avoir des convictions, il faut savoir les défendre. Je pense que les partis, c'est encore très important pour la démocratie. Moi, je crois beaucoup aux partis. Vous allez voir que M. Poutine, en Ukraine, il va annuler les partis, il va museler la presse. Voilà ce qu'il va faire un dictateur. Donc, je crois encore aux partis. Et là, en 2014, effectivement, il y a eu un revirement un peu qu'on voit un peu au niveau national. Je crois qu'on est arrivé sur un monde où le monde a voulu aussi faire son soubresaut, changer. On est resté là.
moi, depuis 2014, que j'essaye de faire de la politique, pas forcément en gagnant, mais en étant dans l'opposition à la mairie de Bastia, en allant devant les gens pour les régionales, en continuant ainsi d'avancer, parce que c'est le jeu démocratique. Mais si on revient un peu au niveau national, où on voit les intentions de vote sur les partis, on va dire, un peu extrêmes, de droite comme de gauche d'ailleurs, comment le PRG il peut exister dans cet espace-là et rebondir radical, pas le PRG, parce que si vous m'appelez le PRG, vous m'appelez le Parti radical de gauche et vous me sortez une partie de cette volonté, je dirais, de se réunifier, même si le mot gauche, à titre très personnel, ne me gêne pas. Est-ce que vous pouvez être encore audible, en fait, tout simplement? Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, Macron, parce que quand on est au niveau national, il y a une offre politique, il va y avoir un président. Bon, nous, on a pensé que, au niveau du parti, que ce président-là n'avait pas démérité sur des questions, je dirais, la crise Covid, même si tout n'est pas parfait, sur l'économie, la relance, cette sortie, qu'il avait été un capitaine dans du gros temps, à qui on pouvait donner encore sa chance. Est-ce que pour autant on est d'accord sur tout? Pas forcément. Est-ce qu'on pense que partout il est allé assez loin? Pas forcément. Mais on change des fois mieux les choses quand on veut les jouer de l'intérieur, quand on veut participer au combat, que d'être seulement l'opposant qui ne fait que crier au loup ou se plaindre. Donc à partir de là, le parti radical, avec ses valeurs, ce qui le fait, c'est un très très vieux parti, oui, bien sûr. 120 ans, de la laïcité, je crois que c'est un vrai combat. Franchement, je pense que c'est un vrai combat. Sa vision même de l'Europe, on pourrait parler des 101 propositions, revient Macron, mais je dirais de là, il y a des vrais piliers dans ce parti-là. Et le social et la solidarité, on va être là pour, dans cette maison commune, cet ensemble citoyen, le rappeler que oui, il faut que l'économie marche, oui, il faut créer de la richesse, mais oui, il va falloir la partager. Oui, il va falloir quand même qu'il y ait une redistribution. Oui, il va falloir qu'il y ait une certaine équité. Et moi, je pense qu'il y a plus de chances d'être dans le jeu pour l'améliorer. Après, on n'y arrive, pas, c'est un débat, mais en tout cas, que d'être seulement, je dirais, l'opposant. Jean-François Paul, quelle est votre position, justement, on va revenir sur cette question de Jérôme, que je trouve intéressante, concernant la position, la place du Parti radical dans ce contexte national qui a assez évolué depuis pas mal d'années. Premièrement, quelle est votre position par rapport au Parti communiste, qui visiblement s'est trouvé un nouveau leader avec Fabien Roussel, qui est venu à Ajaccio, qui a quand même réuni 200 communistes, ce qui n'est pas rien à échelle locale. Et quelle est votre position aussi sur un parti qui est encore plus nouveau, qui est le parti d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, Horizon, qui est en train de s'implanter de manière assez importante en Corse? Alors, la pluralité politique fait que c'est bien qu'il y ait plusieurs offres. Quand on est un démocrate et, je dirais, républicain, on ne va pas se plaindre qu'il y ait de l'offre, je dirais, de la concurrence politique. Est-ce que vous serez plus proche de l'un ou de l'autre, notamment sur le social, par exemple? Moi, je veux rester plus radical. Je ne veux pas devenir ni Édouard Philippe, ni communiste. Moi, aujourd'hui, je trouve que Fabien Roussel est un personnage très sympathique, qui, en tout cas, effectivement, donne une image assez dynamique du Parti communiste, qui dit des choses très intéressantes. Je ne partage pas la totalité de ses points, sinon je serais communiste. Dans ma vie politique, j'ai eu à travailler, à faire l'union de la gauche et à travailler avec les communistes, donc je connais leurs valeurs et leur capacité des fois à faire des propositions. Pour autant, je ne suis pas communiste, donc je trouve très bien que le Parti communiste puisse exister à travers Fabien Roussel, encore une fois. Sur la partie, je finirai Édouard Philippe. Édouard Philippe fait des propositions qui peuvent aussi avoir un intérêt. Effectivement, il essaye d'être peut-être le Macron de demain, parce que si Macron a gagné cette élection-là, on sait bien qu'on fait 2 mandats, donc de toute façon, il faut aussi se positionner. On voit bien qu'aujourd'hui, on est sur des trucs beaucoup moins clivants, même si ça peut revenir. Donc, moi, il peut y avoir une possibilité de rapprochement, par exemple en Corse, puisque tous les deux, vous soutenez Macron. Est-ce qu'à terme, il n'est pas impossible qu'il y ait un rapprochement Alors écoutez, on sait bien qu'il va y avoir une élection présidentielle. Si c'est votre question, derrière, il va y avoir une élection législative. Vous serez présent? Écoutez, en tout cas, pour ce qui me concerne, le Parti radical. Le Parti radical a vocation à être présent, je dirais, aux élections. Il n'a pas présent à être dogmatique ni hégémonique dans les élections. Donc oui, le Parti radical a vocation à être présent. Il y a 4 circonscriptions. Je pense qu'il y a la place pour qu'on discute avec tous nos partenaires. Ce qui va en sortir des discussions, je n'en sais rien. En tout cas, je suis favorable à ces discussions, à ces échanges, pour essayer de construire quelque chose. Qui sont vos partenaires? Au Parti radical? Oui. À l'interne, j'imagine bien, mais à l'externe, c'est plutôt vers les partisans d'Édouard Philippe, Horizon. Aujourd'hui, ça semble en tout cas des partenaires potentiels.
incontestablement. Pour le Parti communiste, ça peut rester un partenaire sur d'autres élections, en tout cas pas législatives, puisque le Parti communiste a toujours eu, je dirais, c'est sa politique. Et elle est tout à fait respectable d'avoir des candidats. Mais ça va être compliqué de les deux. législatives. On est un peu dans le grand écart. Là, non Plus en municipal peut-être. Non, mais je veux dire, il y a différents niveaux dans la politique, je dirais, de gestion et de trucs. Alors après, est-ce qu'on pourra un jour se retrouver je n'ai pas la réponse au jour d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne ferme pas la porte et la discussion, je dirais, à tout le monde. Mais encore une fois, ce qu'il faut avoir, c'est tes convictions, ne pas être dogmatique et être capable, je dirais, de les défendre. Donc moi, je suis prêt à discuter, enfin moi, le Parti radical, hein, mais enfin, il faut bien des hommes pour discuter aussi. Donc, je veux bien être un de ceux-là. Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-François Paoli, d'avoir répondu à toutes nos questions. Olivier, Jérôme, merci à vous également. Merci. Awa Sigom Pieliwi, je te dirai droit, Ben Aribros, vers une autre émission. On est bon à tutti.